Madison Beer. Chanteuse à la voix puissante, visage d'ange et découverte par Justin Bieber. Et pourtant, elle ne remplit pas de stade, ne domine pas les charts et reste souvent sous l'étiquette d'une simple influenceuse qui chante. Mais pourquoi? Comment est-ce qu'on peut cocher toutes les cases du succès et ne pas exploser? Dans cette vidéo, on va parler de sa carrière musicale, des obstacles qu'elle a rencontrés, de son image publique et surtout d'un phénomène qui est en réalité un cadeau empoisonné, le Pretty Privilege. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler, vous l'avez bien compris, de Madison Beer. Et c'est un sujet qu'on va lier un peu au phénomène du pretty privilege, du beauty privilege, dont elle est en fait victime, en vrai, plus qu'elle en tire avantage au fur et à mesure de sa carrière. Donc on va analyser tout ça ensemble et un petit peu, voilà, essayer d'explorer la carrière de Madison Beer, savoir quels sont les obstacles encore actuels qui la bloquent pour atteindre certains paliers dans tout son parcours. Comment est-ce que du coup c'est lié à l'image des femmes dans l'industrie de la musique et à ce fameux beauty privilege. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez des bonnes vacances. Je voulais vous remercier aussi pour les retours sur les dernières vidéos. Vraiment, je tiens à vous remercier à chaque fois parce que je suis trop contente de me mettre sur YouTube, tout simplement, de démarrer cette aventure-là. Donc voilà, je suis contente que vous soyez un petit peu réceptifs à ça. On lâche pas le rythme, une petite vidéo par semaine. Parce que c'est vrai que je sais pas si je l'ai vraiment dit en fait. Une vidéo par semaine, tous les dimanches à 11h. Enfin bref, prenez votre petite boisson fraîche pour ne pas mourir sous l'effet de la canicule. Avant de commencer la vidéo, pensez bien à vous abonner à chaque vidéo que je sors, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, donc merci, ça me fait très plaisir, voilà. On perd pas plus de temps, c'est parti. Madison est née en mars 1999 à Jericho dans l'état de New York et elle a donc aujourd'hui 26 ans. Alors qu'elle est petite, Madison elle a déjà un petit peu cette aura de star qu'on lui connaît, si bien que sa mère va carrément se dire ok, pourquoi pas quitter mon travail et finalement me consacrer à la potentielle carrière de ma fille, parce que c'est grâce à sa mère du coup qui a bien vu le potentiel de Madison qu'elle va commencer à faire des covers de magazines, ce genre de petites choses. La maman a direct vu le potentiel, elle a tout quitté pour se dire ok, je vais donner une chance à ma fille, ce qui fait qu'en 2003 Madison a seulement 5 ans, du coup va faire sa première une en couverture pour Child Magazine. Et puis elle va se développer une vraie passion pour la musique et le chant et comme beaucoup à l'époque, elle va commencer par poster tout simplement des covers sur YouTube. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait ça à cette époque-là dans les années 2010. Oui, 2010 du coup. C'est un peu comme ça qu'on se faisait un peu repérer à l'époque. Et il y a un événement qui va propulser Madison en termes de visibilité. Elle va tout simplement poster un cover d'une chanson de Justin Bieber. Et bon, la vidéo, en gros, elle va percer. Méga giga buzz pour Madison. La vidéo fait 100 000 vues en quelques heures. Je sais pas si vous vous rendez compte, 100 000 vues pour un cover de musique sur YouTube dans les années 2010, ça fait beaucoup. Même encore aujourd'hui, en vrai, ça reste beaucoup. Et pourquoi en vrai, est-ce que la vidéo a buzzé comme ça? Et ben, c'est tout simplement parce que Mr. Justin Bieber a fait un tweet sur Madison en repostant la cover. Ça va donner un énorme coup de boost à Madison, non seulement sur les réseaux, mais aussi dans la vraie vie. Parce que du coup, ce qui va se découler de ça, c'est qu'elle va pouvoir signer dans le même label que Justin Bieber, qui est Island Records. Elle va également signer avec le manager de Justin Bieber, qui n'est autre que Scooter Braun, voilà. Et puis bah voilà, les petits projets pour Madison s'enchaînent. Elle va notamment collaborer avec Monster High. Perso, j'avais déjà entendu la chanson, mais je savais pas du tout que c'était elle qui l'avait faite. Et elle va vraiment démarrer sa carrière avec le single Melodies. Et d'ailleurs, il y a même Justin Bieber qui apparaît dans le clip. Avec ce single, du coup, elle se range dans un style plutôt teen pop, voilà, avec l'image qu'elle a. C'est pas étonnant. Le label s'est dit, ok, petite adolescente mignonne, on va te faire de la teen pop et on va te faire danser en Converse dans la rue, finalement. Tout ce qu'il faut, voilà, la bonne recette. Et à cette époque-là, je crois qu'elle a 16 ans. Mine de rien, les choses sont allées vite pour elle. Elle était à peine adolescente, qu'elle faisait déjà beaucoup de choses avec son label, quoi. Mais c'est pendant la préparation de son premier album qu'il y a certaines choses qui vont un peu faire polémique. En fait, le public trouve ça un peu bizarre qu'elle sorte de nulle part. Parce qu'en vrai, elle a juste été repérée avec un tweet de Justin Bieber et direct, elle est signée dans un gros label. Elle signe avec un manager quand même, s'occupe des plus grosses stars du moment. Elle tourne un clip, elle sort un single, elle travaille avec des producteurs, enfin bon. Il y a eu beaucoup de moyens engagés sur elle et du coup les gens se disent mais pourquoi est-ce qu'ils ont autant investi sur une simple adolescente qui faisait des petits covers sur YouTube en fait. Le truc c'est qu'elle a pas encore fait ses preuves et du coup les gens étaient en mode bah pourquoi faire tout ça du coup. Bon voilà, comme je l'ai évoqué, Madison elle était sacrément jeune à cette époque-là, donc en fait même si je pense qu'elle avait pas fait ses preuves, elle collait parfaitement avec quelque chose que le label avait besoin de marketer et de mettre en avant. C'est la raison que je pourrais trouver à cet événement. Mais il y a une rumeur qui va beaucoup affecter l'image de Madison. Tout le monde soupçonne en réalité Madison d'être une industry plant parce que les internautes ont retrouvé une photo de Scooter Braun et de sa
mère. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une industry plant, je vous laisse aller regarder la précédente vidéo où j'aborde le sujet avec le cas en plus de Madame Gracie Abrams. Donc Madison est accusée d'être une industry plant à cause de ça et que du coup par les connexions de sa mère, elle aurait pu signer chez Island Records, qu'ils auraient monté ça de toutes pièces avec le tweet de Justin Bieber, etc. pour lui donner la visibilité et que du coup ça sonne un peu plus crédible aux yeux du grand public, etc. Et qu'on ait vraiment ce storytelling de oh là là, la petite meuf qui se fait repérer par Justin. Sauf que c'était complètement faux en fait, voilà. Mais je vous parle de ça parce que le truc c'est que ça a beaucoup affecté l'image de Madison en fait. Et si vous voulez, ça va être un peu que ça. Sa carrière, ça va être plein de petites choses qui vont déranger son image et son avancée, alors que de base, en vrai, tout se passe trop bien parce qu'elle se fait repérer par Justin, elle signe dans un gros label, elle a un bon manager. C'est pour vous montrer un peu le premier gros exemple concret des espèces de bâtons qui vont se mettre dans les roues de Madison, concrètement toutes les 2 minutes, voilà. Donc ça a brisé un petit peu cette espèce de storytelling dont je vous ai parlé, ça brise l'authenticité, ça brise le storytelling, alors que Madison, en vrai, elle a juste taffé pour en arriver là, aussi, et même s'il y a eu quelques petites connexions, en vrai, tant mieux pour elle. Mais il n'y a pas que le grand public qui va causer problème à Madison. Je vous l'ai dit, elle a sorti un single qui s'appelle Melodies, mais le truc c'est que c'est pas du tout le style que Madison aimerait explorer en musique. Elle aurait préféré quelque chose de plus personnel, un peu moins pop, plus dans le genre du R&B, un peu musique alternative. Elle dit qu'elle a été beaucoup influencée par Lana Del Rey par exemple, et ça se ressent un peu dans les projets qu'elle nous sort aujourd'hui. Mais à l'époque voilà, c'est pas du tout son délire quoi. Le label lui dit littéralement fais ça. On sait pas exactement ce qui s'est passé en coulisses, mais ce qui est sûr c'est que le contrat avec Island Records a pris fin et que Madison s'est retrouvée toute seule. Voilà, je vous l'ai dit, encore un problème. Elle en a parlé dans pas mal d'interviews où en fait elle explique tout simplement qu'avec cette rupture de contrat d'Island Records, et en fait il y a tout le monde qui l'a lâché. Encore un autre bâton qui vient se mettre dans la roue de notre pauvre Madison. Les gens restent même pas en se disant ah vas-y quand même, elle a fait un peu ses preuves, on voit qu'elle a du potentiel et tout, on va quand même l'accompagner. Pas du tout. Même Scooter Braun il se casse parce que le mec se dit il accompagne les plus grosses stars, pourquoi est-ce qu'il irait qu'elle a une meuf random qui est pas signée, enfin voilà, qui est en indé, que tout le monde lâche, donc il n'y a plus de financement, plus rien. Il y avait un album qui était en préparation, son premier album, qui du coup ne verra jamais le jour parce que Island Records avait les droits sur ces enregistrements là. Donc Madison elle dit ciao au financement, ciao au label, ciao au manager, ciao au premier album. Voilà, c'est finito pipo. Lago a connu une ascension de fou, maintenant il n'y a plus rien quoi. Mais Madison, c'est pas pour autant qu'elle va lâcher puisqu'elle va se lancer en indépendante. Elle va sortir plusieurs morceaux qui vont se rapprocher du style qu'elle aime en réalité, mais sans pour autant que ça décolle vraiment. En fait, comme elle se cherche, qu'elle sait pas trop où aller, qu'elle est pas non plus giga bien entourée, forcément en face, que ce soit l'industrie de la musique ou le public, ils savent pas comment recevoir tout ce qu'elle donne quoi. Et c'est là qu'un autre problème va faire surface. C'est tout simplement son image. Parce que beaucoup la trouvent trop jolie pour être prise au sérieux, beaucoup remettent en question ses capacités vocales, et d'autres disent qu'elle est là évidemment grâce à son physique. Et c'est là qu'on commence un peu à voir le petit paradoxe, c'est qu'elle est victime de son pretty privilege. En fait, elle est pas assez commerciale pour être passée en radio et être mainstream, mais en même temps à cause de son image, elle n'arrive pas non plus à être authentique. Elle finit du coup par faire une petite pause entre 2015 et 2017, pendant laquelle elle va quand même rester assez active sur les réseaux sociaux. Elle va faire un petit peu des collabs, elle va avoir une petite vie d'influenceuse, petit placement de produits, des petits shootings, tout ça. Mais petit à petit, cette image de chanteuse s'efface derrière celle de l'influenceuse. En 2018, elle revient avec l'EP As She Pleases, et c'est un bon tournant. Franchement, les singles marchent assez bien, surtout pour une artiste indé. Et pendant ce temps-là, elle va même faire pas mal de collabs avec des DJ comme Martin Solveig ou David Guetta. Et c'est quand même des gros noms, toujours pour une artiste indé, on le rappelle. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais c'est vrai que sa maman est du coup devenue sa manageuse. Voilà, la daronne est investie à donf, c'est ça qu'on veut. En 2019, quelque chose de positif arrive enfin pour la carrière musicale de Madison Beer. C'est tout simplement sa signature sous le label Epic Records. Parce qu'elle commençait un petit peu à teaser un petit album, tout ça, mais entre-temps, elle a signé chez le label, donc c'est avec eux qu'elle le sortira. Mais devinez quoi, il y a un truc qui s'appelle le Covid en fait, qui va stopper enregistrement et sortie de son premier album, qui ne sortira qu'en 2021. C'est ainsi qu'elle donne naissance à Life Support, qui a eu quand même beaucoup de succès et a été très bien reçu, surtout le titre Selfish, là, qui avait pas mal buzzé à l'époque. Donc voilà, Madison, elle se reconstruit une fanbase solide là-dessus avec ce premier album. Elle part en tournée, mais là encore, il y a un autre contraste qui se crée, puisque sur Life Support, Madison,
elle parle beaucoup de santé mentale, d'anxiété, de troubles borderline, et en fait c'est un album très intime. Mais cette vulnérabilité qu'elle nous présente, elle est complètement en opposition avec l'image qu'elle a. Et du coup c'est vrai que ça paraît un peu bête, mais avec cette image très lisse et toute mimi et toute belle sur les réseaux qu'elle a, avec les sujets dont elle parle sur son album, et ben on a tout simplement du mal à la prendre au sérieux. Après je vous avoue, je comprends pas trop parce que c'est pas parce que t'es belle que t'as pas de problème, quoi. Je veux dire que tu peux pas avoir de soucis de santé mentale, quoi. Pour son deuxième album, Madison va teaser la chanson Reckless, qui est une très bonne chanson d'ailleurs. J'ai un peu découvert Madison avec ce son, qui est excellent. Mais c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas trop de promo autour du titre et tout. Elle nous tease le deuxième album, il n'y a rien qui vient. Finalement, la chanson sortira dans son album Silence Between Songs, mais voilà, qui sortira encore 2 ans plus tard, il me semble. J'ai bien aimé, en vrai, Silence Between Songs. Je trouve que Madison, avec cet album, elle a un peu réussi à s'ancrer quand même dans une identité musicale, même si on va le voir, ça reste fragile. Maintenant que vous avez un petit peu le contexte de sa carrière, on va pouvoir analyser pourquoi Madison Beer, malgré son talent, sa beauté, sa fanbase solide, n'arrive pas à exploser comme d'autres. Parce qu'au fond, le problème ne vient peut-être pas de la manière dont Madison a géré sa carrière, mais plutôt dont l'industrie et le public l'aperçoivent. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'elle a vraiment mis tous les efforts qu'elle pouvait à l'intérieur de tous ses projets pendant toutes ces années. Le problème, c'est que Madison, elle a une direction musicale assez floue. Elle est encore trop perçue comme une simple influenceuse plutôt qu'une véritable chanteuse. Parce qu'on l'a vu, au début, c'est très teen pop, c'est très commercial. Après, elle passe par du R&B, avec même des sons un petit peu dark ou électro. Résultat, il n'y a pas de cohérence sonore pour le grand public. Et en fait, artistiquement, on sait pas vraiment qui elle est et ce qu'elle a à proposer. Il y a un concept qui s'appelle la cohérence narrative dans le branding musical, qui est le fait que pour qu'un artiste perce vraiment, il faut que son image, sa musique, ses clips, son univers et même ses valeurs et ses propos racontent une histoire qui est claire et alignée. Ensuite, même si Madison Beer est une artiste qui prend son indépendance, on a quand même du mal à la différencier. Parce que oui, du coup c'est super, elle a fait pas mal d'années en indé, ça lui a permis de reprendre le contrôle sur sa musique, mais en même temps ses influences elles sont un peu trop marquées, elle mélange un peu plein de choses, parce que forcément elle se cherche, et son style devient un peu un mélange de Lana Del Rey, de Billie Eilish, d'Ariana Grande, c'est des comparaisons qui lui sont beaucoup faites, mais sans qu'elle s'en distingue vraiment avec sa propre touche personnelle. Pourtant, elle a la voix, elle a le look, elle a les prods, parce que oui, elle produit aussi, notre chère Madison. C'est un truc qu'on n'entend pas souvent, mais effectivement, elle produit des sons de ses albums. En fait, il lui manque un petit peu ce truc en plus qu'on cherche chez les artistes. Une narration personnelle assez forte, un truc assez tranché, peut lui permettre de rallier beaucoup de gens autour d'elle, quoi. Et enfin, on peut pas négliger le Pretty Privilege, qui en réalité devient un petit peu un piège pour elle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Pretty Privilege, Beauty Privilege, c'est littéralement dans le nom. C'est l'idée selon laquelle des personnes perçues comme attirantes et belles par notre société vont bénéficier d'avantages sociaux, que ce soit en matière de travail, dans la vie sociale et même en termes de crédibilité. Mais comme on le voit dans le cas de Madison, c'est un concept qui peut aussi se retourner contre la personne concernée. Et là, du coup, surtout dans les domaines artistiques, et Madison en est un exemple frappant. Être très belle, ça peut certes attirer l'attention, mais ça peut créer aussi un défaut de perception, parce que les gens peuvent se dire qu'elle est là, du coup, grâce à son physique et pas grâce à son talent. C'est avec sa beauté qu'on la reconnaît en premier. Et en fait, dans une industrie qui cherche beaucoup d'originalité émotionnelle, de storytelling et d'histoires assez profondes, Madison, elle souffre d'un certain préjugé de superficialité. Alors que comme on l'a vu, elle a quand même bossé et jamais lâché tout au long de sa carrière. Et malheureusement, même si elle fait tout ça, il y en a beaucoup qui la résument juste à une jolie fille qui chante. En opposition au Pretty Privilege, il y a un autre concept qui a été créé, c'est le Beauty Penalty. Malheureusement, il y a des études qui montrent que les femmes qui sont très belles peuvent être perçues comme moins compétentes ou moins sincères dans les milieux professionnels. En fait, c'est l'inverse du Beauty Privilege. Madison, c'est hallucinant parce qu'elle coche toutes les cases de ce qu'on pourrait considérer comme un produit parfait pour l'industrie de la musique. Elle a commencé très jeune et elle est encore jeune aujourd'hui. Elle est médiatisée, elle sait gérer ses réseaux, elle a une voix super douce et qui marche bien, mais très vite son apparence a été un frein. Parce qu'en réalité dans la pop et surtout chez les femmes, je ne vous apprends rien, plus une artiste est belle, plus le public va douter de son authenticité. Comme si c'était trop suspect. On la soupçonne de pas écrire ses textes, ce genre de choses, parce que comme si une femme ne pouvait pas tout faire en vrai, parce que genre, non, tu peux pas être belle et écrire tes textes et faire tes prods et taffer dur, c'est pas possible, il y a forcément un truc qui va pas. Et du coup, on remet quoi en cause? Les compétences, et pas du tout le physique, où tu peux même pas agir dessus, quoi. Mais ça, c'est un truc que Madison, elle a vécu de plein fouet depuis son plus jeune âge. Vous inquiétez pas que malheureusement, elle est bien au courant de tout ça. Au début, on l'a mise dans une case de c'était la jolie fille qui s'est fait repérer par Justin Bieber, sans même vraiment se pencher
sur le fait qu'elle ait potentiellement une vision artistique, voilà, et ce qu'elle voulait faire dans la musique. Elle a souvent été sexualisée dans des médias, comparée à Ariana Grande ou ramenée à son style vestimentaire plus qu'à ses paroles et à sa voix. Et donc ce truc-là de Madison est trop parfaite et du coup ça en devient suspect, ça a un nom, on appelle ça le phénomène de compensation. On suppose qu'une personne très belle n'a pas besoin d'être compétente pour réussir. Donc le résultat est simple, on va pas la prendre au sérieux. Et justement, l'exemple avec Life Support dont on a parlé, qui est un album très personnel, très intime où elle parle beaucoup de santé mentale, et il y a peu de médias qui s'y sont intéressés parce que peu ont vraiment pris le projet au sérieux. Est-ce qu'il est trop sombre, trop introspectif ou en réalité trop décalé avec l'image qu'on a d'elle? Et puis en vrai, j'ai un peu fouillé sur des forums quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo et j'ai trouvé pas mal de critiques qui parlaient aussi du fait que Madison elle-même, en vrai, se prenne trop au sérieux et qu'on la voit pas souvent dans des, dans des positions un petit peu où elle pourrait être moche. C'est un peu bizarre, dit comme ça, c'est un peu brut. En fait, on la voit peu dans des situations où elle est pas soucieuse de ce qu'elle dégage, de à quoi elle ressemble, etc. Et du coup, beaucoup de critiques disaient que le fait qu'elle se prenne trop au sérieux, elle-même, elle maîtrise beaucoup trop son image, finalement, ça va lui porter préjudice. Et du coup, ça encourage pas du tout à aller creuser plus loin si elle-même, elle continue de se mettre en scène de manière à tout ce qu'on voit, c'est entre guillemets son physique, quoi. Je sais pas trop quoi en penser de cet argument-là, mais c'est des critiques qui lui ont été faites. Mais enfin, tout ça, qu'est-ce que ça dit sur notre société? Le cas de Madison Beer, il met en lumière un problème plus large dans la société et même dans l'industrie du divertissement en général, c'est que les femmes sont souvent réduites à leur apparence. Quelle surprise! Et que si elles veulent être prises au sérieux, elles doivent compenser leur beauté. Et du coup, pour Madison Beer, c'est un vrai dilemme, parce que si elle mise sur son apparence et qu'elle se met en avant, on va critiquer ça, on va lui dire que c'est pas une vraie artiste. Et si elle mise sur sa musique, on va dire que c'est suspect et qu'elle est trop belle pour avoir de la crédibilité. La beauté devient alors une arme à double tranchant. Elle donne accès, oui, mais elle invalide aussi. Pour un petit peu nuancer, certes, Madison est victime de préjugés liés à sa beauté, mais je voulais quand même un peu nuancer mon propos, parce que c'est un peu trop simple de dire oui, la meuf est juste trop belle pour réussir, du coup tant pis pour elle, parce que c'est pas du tout qu'une question de physique en fait. C'est aussi une question de positionnement artistique, de timing et de narration cohérente. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui sont qualifiés comme très belles et qui rentrent parfaitement dans les critères de la société aujourd'hui, qui arrivent complètement à s'imposer dans le paysage musical. Mais du coup, pourquoi? Parce qu'elles ont su maîtriser leur image et leur direction musicale de manière plus cohérente. Donc ce n'est pas juste la beauté qui pose problème, c'est l'absence d'un cadre narratif autour de cette beauté. Parce que comme on l'a vu, Madison, elle a quand même eu des sacrés bâtons dans les roues tout au long de sa carrière. En vrai, à chaque grande étape, il n'y avait pas un moment où elle était tranquille pour sortir ses projets. Donc forcément, elle est aussi victime d'une question de timing, de chance, de mauvaises personnes au mauvais moment aussi. Peut-être que si elle n'avait pas percé avec Justin Bieber, elle aurait eu l'occasion de percer plus tard quand elle aurait un peu plus défini son style. Pareil, c'est un choix qu'elle a fait aussi quand elle était ado de quitter Island Records parce qu'elle était plus en cohérence avec ce que le label voulait qu'elle fasse. Elle n'était pas d'accord. Et peut-être qu'elle aurait eu une toute autre carrière si elle avait décidé de continuer de dire oui à ce qu'Island Records lui proposait. Et après, elle aurait peut-être pu quitter le label plus tard. Ça me fait penser un petit peu au cas de Sabrina Carpenter, qui a quand même commencé avec des albums qui étaient très formatés par son image de petite Disney Channel girl qu'elle a eue. Mais regardez Sabrina aujourd'hui, je veux dire... il y en a beaucoup qui pensent que Email I Can Send et Short and Sweet sont un peu les seuls albums de Sabrina Carpenter et qui pensent qu'elle a débarqué de nulle part, alors que non, ça fait 15 ans que la meuf est là, quoi. Donc voilà, peut-être que c'est un parcours qui aurait pu arriver à Madison, peut-être qu'elle aurait pu faire un peu comme Sabrina Carpenter, dire oui, baisser la tête et attendre. Après voilà, elle a fait ce choix-là, on va pas lui reprocher parce que c'est tout à son honneur qu'elle ait voulu défendre ses envies et pas juste hocher la tête sous prétexte que c'était un gros label. C'est vrai que sa carrière aurait pu se passer de 1000 autres manières différentes, avec des si on refait le monde, donc on va pas non plus faire des hypothèses là-dessus, mais je trouvais son cas quand même intéressant. Le cas de Madison Beer, c'est le reflet d'un système où la beauté est à la fois un ticket d'entrée, mais aussi un poison lent. Elle illustre parfaitement les limites du pretty privilege. Ça te donne de la visibilité, mais pas forcément de la crédibilité. Parce que ce que Madison a toujours voulu depuis le départ, ce n'est pas qu'on dise qu'elle est belle ou qu'on la regarde, c'est qu'on l'écoute. C'est la fin de cette vidéo les copains, merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que vous avez apprécié le petit sujet dont on a parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, j'attends ça avec impatience pour savoir ce que vous en pensez. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, à lâcher un petit
pouce bleu pour ceux qui sont restés jusque-là. La vidéo de la semaine prochaine sera sur l'histoire des Taylor's Version. Voilà, on va parler des réenregistrements de Taylor Swift. Comment ça s'est passé un petit peu en interne. On va retourner jusqu'en 2019, là où toute l'histoire a commencé, jusqu'à finalement que cette histoire ait une fin, comme on l'a appris il y a un mois et demi maintenant. Enfin bref, voilà la petite vidéo de la semaine prochaine. Moi je vous laisse, passez un bel été, passez un bon mois de juillet, et je vous fais des bisous.